Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Et c'est parti jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio. C'est le grand référendum comme chaque jour avec Philippe David et ses invités. Vous savez qu'il y a quelques jours, il y a eu une polémique sur une soirée réservée aux femmes noires et on a tout de suite conclu que c'était du racisme anti-blanc. Justement, y a-t-il un racisme anti-blanc en France? Vous nous le dites au 0826 300 300. Vous répondez à cette question. On en débat tous ensemble sur l'antenne et vous faites aussi des commentaires sur sudradio.fr. Après l'affaire du camp décolonial interdit aux Blancs au mois d'août dernier à Reims, une nouvelle opération pose en question en termes de racisme, de sexisme et de communautarisme crée la polémique depuis plusieurs jours. Cette opération, c'est la Nyansapo Fest organisée par le collectif Moisi, MWASI. Le festival assume d'être pour partie organisé en non-mixité. C'est-à-dire qu'il proposera 4 espaces distincts, dont 3 seront réservés respectivement aux femmes noires pour le premier, aux personnes noires pour le second, aux femmes racisées, c'est-à-dire toutes les races sauf les blancs pour le troisième, et le dernier à tout le monde. Le 4e sera ouvert à tout le monde, donc devant le tollé provoqué, Anne Hidalgo a demandé l'interdiction de l'événement par le préfet, événement qui doit se tenir du 28 au 30 juillet. Rappelons que le camp décolonial de Reims n'avait pas été annulé puisqu'il se tenait dans un lieu privé, en contraire du Nyansapo Fest qui doit se tenir dans les locaux de la Générale Nord-Est, une coopérative artistique, politique et sociale, 6 dans le 11e arrondissement parisien, qui loue ses locaux à la mairie de Paris, d'où la réaction de celle-ci qui s'est sentie concernée. Depuis, Anne Hidalgo a tweeté que l'événement aurait bien lieu et que les rencontres séparées auraient lieu dans un lieu privé, comme à Reims, ce qui pose un problème pour une éventuelle interdiction. Le vivre ensemble et le multiculturalisme vanté comme la panacée depuis des années sont-ils morts? Assiste-t-on à un nouvel apartheid dont les Blancs dans les cas de Reims et Paris seraient les victimes? Est-ce la conséquence de la montée du communautarisme? Si ces comportements ont lieu, n'est-ce pas en partie à cause de l'école, qui n'a pas su expliquer aux enfants ce qu'est le roman national? La société française est-elle en train d'imploser? Les hommes blancs de plus de 50 ans sont-ils en train de devenir les parias de la société française? La séparation des sexes, comme dans le Nyansapo Fest ou dans certains quartiers, est-elle la marque d'un apartheid sexuel? Y a-t-il un racisme anti-blanc? C'est la question du grand référendum sur Sud Radio de 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Laurence Marchand-Taillade, présidente de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise, présidente de Force Laïque et auteure du livre L'urgence laïque, publié chez Michalon. Bonjour. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Bienvenue sur Sud Radio. Jean-Édouard Bruni. Yann-Édouard Bruni, pardon, oui, c'est J-A-N, oui. Voilà. Conseiller politique, psychanalyste, vous êtes candidat au législatives, on n'en parle pas pour ne pas prendre le temps. Voilà, prendre le temps, voilà. Et on attend Franco Lolia, porte-parole de la brigade anti-négrophobie et membre du collectif Stop au contrôle aux faciès. Laurence Marchand-Taillade, galanterie oblige, on va commencer avec vous. Vous avez vu peut-être, vous avez même certainement vu les tweets de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est la République en marche arrière ? C'est tout à fait ça. Anne Hidalgo recule totalement sur ses positions que nous avions tous saluées il y a encore quelques jours. Et puis, ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle considère qu'on peut donc avoir dans un espace privé des salles, des sas, on va dire, de décompression. Hein. D'abord, c'est toutes les personnes d'origine ou de couleurs différentes ou de race. Je sais pas comment on peut le signaler. Le premier espace, c'était uniquement pour les femmes et noirs. Que les femmes noires. Ensuite, donc, un espace pour tous les noirs et un espace pour hommes et femmes et un espace racisé, c'est-à-dire tout le monde sauf les blancs. Oui. Alors moi j'aimerais bien savoir comment on fait le colorimètre. Comment on évalue le droit d'entrée? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le métis? Qu'est-ce qui se passe pour une égyptienne comme Serinat Shafik, que je salue, qui fait un très très beau combat justement pour l'excision, qui est donc d'origine égyptienne, donc elle est africaine mais elle est pas noire, elle rentre où? Et où est-ce qu'elle peut se battre contre l'excision, alors que l'excision c'est un mal qui est c'est un mal qui est dominant en Afrique noire. Donc ça c'est une vraie question. C'est comment on défend le féminisme, puisque c'est l'intitulé de ce combat. Comment on dénonce et on combat donc les atteintes au féminisme quand on ne peut pas s'associer à l'ensemble des femmes, puisque toutes les femmes sont victimes du joug masculin. Donc moi je suis vraiment très très inquiète par rapport à ça. Dès lors qu'on souhaite faire un combat féministe et qu'on exclut une grande partie des femmes qui sont aussi victimes de cette discrimination, c'est un problème.
Yann-Edouard Bruni, donc déjà, c'est la République en marche arrière quand on suit les différents tweets d'Anne Hidalgo? Oui, bon, peut-être on peut répondre oui à cette question, mais la question, déjà, elle doit être définie par le terme racisme. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc? Bon, moi je pense que c'est plutôt un sentiment anti-français qui prédomine. Le racisme anti-blanc a toujours existé, comme toutes les formes de racisme, on en a l'exemple, encore une fois de plus. Il est clair que c'est inadmissible, et que là, Anne Hidalgo ne doit pas tolérer la moindre once de doute. Et puis, ensuite, il faut effectivement, à mon avis, se poser la question du sentiment anti-français qui se développe de plus en plus dans certaines cités, notamment du machisme, qui est clairement affilié à cette problématique qui aussi touche la couleur, hein, évidemment. Donc après, oui, qu'est-ce que noir qu'est-ce que blanc? Oui, parce que le problème, c'est qu'il y a quand même un colorimètre quelque part, parce que si le premier espace est ouvert qu'aux femmes noires, est-ce qu'une femme métisse, 3/4 noir, 1/4 blanc ou 1/4 asiatique, elle est prise? Voilà, ça pose quand même une question. Voilà, exactement. Bon, donc là-dessus, soyons sans concession, c'est pas possible, inadmissible. Laurence Marchand-Taillade. Je voudrais revenir sur le terme de tolérance asymétrique. Je voudrais revenir sur le sentiment d'anti-français. Je voudrais quand même rappeler que on a des colonies, des territoires d'outre-mer, que on a des personnes qui sont originaires des colonies. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Qu'on a des ex-colonies. Des ex-colonies. Oui, pardon, des ex-colonies. Qu'on a en France énormément de personnes qui sont originaires de l'étranger et qui sont français. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui sur cette question-là de sentiment anti-français, mais bien d'un racisme anti-blanc. En l'occurrence, il va falloir définir ce que c'est que le racisme, mais clairement le racisme n'est pas exclusivement l'apanage des blancs. Le racisme est généralisé et n'est pas voilà, il n'y a pas que les blancs qui peuvent être racistes sur cette question. On répond oui, donc à cette question, cela existe. Bien sûr que ça existe, le racisme. Alors, moi je pense aussi que c'est marginal, hein, de toute façon. Mais qu'il y a aussi derrière cette question une autre problématique. Mais on va en parler juste après. Franco Lolia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Approchez-vous du micro, faut être bien près du micro, sinon on vous entendra pas. Vous avez peut-être vu les tweets d'Anne Hidalgo qui, au départ, vous avait demandé l'interdiction de la Nyan Sampo Fest, qui depuis a dit qu'elle l'autorisait, mais que les espaces séparés seraient dans des lieux privés, et comme ce serait dans des lieux privés, ça poserait pas de problème. Est-ce qu'Anne Hidalgo, c'est pas un peu la République en marche arrière? Ça, c'est une manière d'interpréter les choses. Moi, je dis déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Madame Anne Hidalgo n'autorise rien. C'est-à-dire qu'elle a pas la toute-puissance, elle a fait un effet d'annonce, elle a créé le buzz sur une affaire qui n'avait pas lieu d'être, elle a créé un sentiment, en créant ce sentiment de racisme qui n'existe pas, elle a monté les peuples les uns contre les autres parce qu'en fait, elle n'autorise rien, c'est qu'elle s'est rendue compte que la loi ne lui permet pas d'interdire ce qu'elle prétendait pouvoir interdire. Donc elle a fait un effet d'annonce et là on est en train de se justifier pour une affaire qui en fait n'existe pas. Et donc on va en parler. Ça n'existe pas. Oui, la preuve, l'événement va avoir lieu. Donc l'affaire n'existe pas. Donc interdire l'accès à des blancs, à des féministes blanches, à des débats, pour vous, c'est pas un problème. Madame, et ça n'existe pas. Madame, puisque vous m'interpellez directement. Laurence Marchand-Taillade. Oui, madame, enchanté. Donc, je vais prendre le temps de vous dire enchanté. Mais quoi qu'il en soit, je remarque que vous relayez l'information telle que les médias de masse l'ont relayée. Vous n'avez pas pris le temps de lire ce qu'a dit le collectif Moissy et tout ce qui s'ensuit. C'est effectivement des ateliers différents en fonction de problématiques différentes, extrêmement spécifiques, qui nécessitent des réflexions avec des personnes qui sont concernées par des problèmes précis. Et il n'y a pas du tout une volonté d'interdire aux Blancs. Ça, c'est comme ça qu'a été traduit une chose beaucoup plus nuancée, beaucoup plus claire, et pour faire justement de la polémique et donner l'impression d'un racisme anti-blanc. Mais le racisme anti-blanc, je vous le dis, et j'aurai le temps de le développer, n'existe pas. Voilà. Laurence Marchand-Taillade, vous voulez réagir? Alors, par contre, il y avait quand même eu, c'était au mois d'août dernier, un camp décolonial, je cite, interdit aux Blancs. Là, c'était pas du côté de Paris, c'était du côté de Reims. Un camp décolonial interdit aux Blancs. Il y a 30 ans, je me rappelle que, parce que ce camp décolonial, ou alors la Nyan Sampo Fest, a reçu le soutien d'organisations comme l'UNEF, par exemple, qui a tweeté qu'il n'y avait pas lieu d'en faire tout un fromage, de pas mal d'organisations de gauche. Vous qui êtes une femme de gauche, Laurence Marchand-Taillade,
Vous êtes une femme de gauche, oui. Oui, tout à fait. Il y a 30 ans, la gauche, elle luttait contre l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle est devenue pour l'apartheid en France. C'est quelque part ça. Et puis, vous parliez de l'UNEF, mais il y a par exemple une personnalité comme Anne-Sophie Miter, qui est présidente de la Fondation des France, de la Fondation de la Femme, pardon, qui appartient au mouvement Oser le féminisme, qui soutient aussi cette manifestation. Donc moi, je suis extrêmement inquiète. C'est qu'aujourd'hui, le féminisme accepte le relativisme culturel et considère que finalement il n'y a pas de combat féministe universaliste, que en fonction de l'origine, de l'ethnie, de la religion, de la culture, etc. Eh bien, on peut avoir un féminisme au rabais. Donc l'excision, on n'en parle plus parce que c'est un phénomène culturel. Donc le voilement intégral des femmes, on n'en parle plus parce que c'est un phénomène culturel. Le burkini, on le tolère. Enfin, je veux dire, à un moment, on s'empare du corps de la femme pour des raisons culturelles ou cultuelles. On en fait du relativisme et résultat, on met tout ça sous un voile, excusez-moi l'expression, et on ne combat plus ce qui est en réalité un signe d'oppression des femmes. Yann-Édouard Bruni, vous n'êtes pas de gauche, mais il y a 30 ans... Il y a 30 ans... Je suis un gaulliste social, donc je ne m'estime ni de droite ni de gauche, en tout cas. Il y a 30 ans, la gauche luttait contre l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un certain apartheid en France la gêne pas. Oui, non, mais ça existe. Effectivement, ça ne la gêne pas, mais c'est surtout parce qu'on n'ose pas dire les choses. Vous parlez du sexisme, du machisme qui existe. Il est de plus en plus prégnant. Il est clair qu'il faut le combattre. Le racisme anti-blanc existe, je suis désolé, c'est une réalité. Est-ce qu'on doit en faire une généralité ? Je ne pense pas, c'est certainement marginal. Néanmoins, il faut tout de suite éviter qu'il se développe, et notamment en aidant les femmes dans certains quartiers difficiles ou certaines cités où la pression notamment colportée par certaines religions fait office de déstructuration de nos valeurs humanistes, des valeurs pour lesquelles nos grands-mères se sont battues et qui font l'identité, je dis bien, française de notre culture. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi cette histoire de racisme anti-blanc, une question de xénophobie anti-française. Il y a un refus derrière ce genre d'action de nos valeurs, et notamment des valeurs et des droits des femmes, clairement. Et pour vous, Franco Lolia, c'est quand même assez paradoxal. Il y a 30 ans, l'apartheid en Afrique du Sud, la gauche française manifestait contre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle supporte, parce que apartheid en afrikaans, ça veut dire développement séparé. Si on interdit les blancs à un endroit, c'est aussi de l'apartheid, non ? Oui, c'est-à-dire quand je dis oui, attention, voilà le politique qui s'exprime dans toute sa splendeur. J'ai lâché un petit oui, il a fallu qu'il saute dessus comme un piranha, comme un piranha. Donc je vais m'expliquer. Alors, monsieur le piranha, je vais m'expliquer. Il n'était pas question de dire oui absolument. C'était je réponds à la question. Donc en fait, non, je pense que là, on est en train de faire des amalgames. On peut pas comparer ce qui se passe en Afrique du Sud et ce qui se passe là. Il n'est pas question de séparer les noirs et les blancs. Il n'est pas question de prôner un quelconque séparatisme. Il est question à un moment donné de réfléchir à des questions spécifiques, de gens qui sont concernés par des problèmes précis, et de se réunir en atelier pour y réfléchir. Moi, je suis pas là pour me faire l'avocat de gens qui sont capables de plaider parfaitement leur cause, mais je remarque ici, il y a des gens qui plaident pour leur chapelle, parce qu'en fait, il y a une confusion qui est en train de se faire très habile en parlant maintenant de civilisation, de valeurs, de gens qui viennent corrompre les valeurs soi-disant françaises, en rappelant, et je le rappellerai jamais assez, que la France a aussi commis le crime de colonisation, le crime d'esclavage, et tout. Ah, il n'y a pas de problème. Vous avez dit il n'y a pas de problème. Donc la France n'est pas la seule, je vous le rappelle, parce que toutes les... Excusez-moi, madame. Si vous voulez que je vous respecte en tant que femme, madame, respectez-moi en tant qu'homme. Respectez-moi en tant qu'homme. En tant qu'humain, nous sommes deux humains. Donc je terminerai juste, si ça vous dérange pas que je termine juste mon propos, madame, parce qu'après on risquerait de dire que je suis sexiste, mais si vous me permettez de terminer mon propos, vous me renvoyez à mon statut de femme. Je dirais, oui, si vous voulez, vous pourrez m'attaquer en justice, vous avez tout à fait le droit et je vous en empêcherai pas. Quoi qu'il en soit, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a un amalgame qui est volontairement fait, c'est-à-dire que l'action qu'a voulu mener Anne Hidalgo concernait la question du racisme. Et là, maintenant, on est en train de parler de sexisme, de tout ce qui s'ensuit. Nous, on est en train d'affirmer qu'il n'y a aucun racisme dans le fait de vouloir réfléchir de manière spécifique, de prendre le temps, de prendre du recul, et justement, parce que justement, un certain féministe n'a peut-être pas pris en compte des problèmes spécifiques que rencontraient des personnes, des femmes, cette fois-ci racisées, et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de prendre ce recul. Il n'y a pas de volonté d'exclure les blancs à l'intérieur de cela, et on pourra reparler, je terminerai juste avec ça, de racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc
anti-blanc, vous l'avez partiellement dit, n'existe pas parce qu'on peut le considérer comme quelque chose de marginal, et le racisme doit être apprécié en tant que système. S'il n'est pas appréciable en tant que système, on ne peut pas parler de racisme. Il y a un sentiment, il y a une impression, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui se passent qui sont condamnables, mais elles n'agissent pas en tant que système. Donc le racisme anti-blanc n'existe pas puisqu'il y a des systèmes je vais vous poser une question. Qui protègent justement ce que vous appelez les blancs. Mais quand un groupe de rap appelle, je crois, à tirer sur les faces de craie, est-ce que c'est pas du racisme? Le problème, c'est est-ce que vous voulez? Alors les faces de craie, c'est sûrement des blancs. Et les Babtous, c'est pareil, cette expression et l'expression même de cette réalité. Très bien. Alors si vous voulez qu'on débatte sur vos ressentiments à chacun, ou vos sentiments, vos impressions, non, ce sont pas des ressentiments, ce sont des observations. Oui, alors vos observations, on va l'appeler comme ça. Je veux bien le faire. On va prendre un café après. Mais là, le débat, il me semblait, il était autour de la question du problème posé par Anne Hidalgo, qui a fait une. Non, c'est pas ça. La question, c'est y a-t-il un racisme anti-blanc? Oui, c'est la question. À partir du problème de Madame Anne Hidalgo, et le problème est un non-problème puisqu'elle est revenue sur ses propos, sachant qu'elle pouvait pas interdire cette manifestation et en faisant croire qu'elle l'autorisait. Elle n'autorise rien, elle n'a pas les moyens de l'empêcher. Je coupe, ce n'est pas elle qui a le pouvoir, c'est le préfet. Donc on est bien d'accord. Mais elle avait demandé au préfet. Mais vous avez bien dit en présentant cette émission qu'elle l'autorise. Elle n'autorise rien du tout. C'est la loi qui permet que cet événement se tienne. Ce qui enlève tout sentiment humanitaire à Madame Hidalgo. Et je tenais à dire qu'il est dangereux de poser des termes comme vous l'avez fait, madame, en parlant d'excision, de voile, sans recontextualiser les choses. C'est-à-dire que moi, je vais pas débattre là-dessus. On pourra le faire autour d'un café si vous avez le temps. Mais là, le propos n'est pas là. Mais balancer des trucs comme ça en sachant que vous surfez sur des paradigmes, des stéréotypes, des réalités. Vous pourriez expliquer ce que vous mettez à l'intérieur de chacun de ces mots. 55 000 femmes excisées en France. 55 000 femmes excisées en France. Quel est le rapport avec le racisme là? Vous sauriez l'expliquer? Vous sauriez l'expliquer? Culturellement, comment s'explique l'excision, madame? Allez-y, vous commencez à bégayer. Allez-y. Pardon? Expliquez-moi l'excision. Laissez Laurence Marchand. Vous savez, vous me regardez, vous savez rien, vous pourrez pas l'expliquer. Et pourquoi je pourrais pas l'expliquer? Pourquoi? Parce que vous partez. Vous me connaissez, monsieur? Vous savez ce que je fais dans la vie? Alors, expliquez-le. Culturellement, comment s'explique l'excision? Elle peut pas répondre. Alors, je l'attends. Ah bah attendez, laissez-la. Allez-y. Allons-y. Alors l'excision, déjà, ça n'est pas qu'un phénomène qui est noir africain, contrairement à ce que vous pensez. C'est un phénomène qui a existé en France aussi au 19e siècle, quand on a voulu justement supprimer tout plaisir aux femmes et faire en sorte que les hommes puissent justement prendre le plaisir prendre le dessus sur la sexualité des femmes. Et c'est exactement la même question qui se pose dans l'excision, dans les cas d'excision qu'il y a en France. C'est souvent une transmission qui est faite par la femme, par la mère, qui se soumet justement à ce phénomène culturel. Et en l'occurrence, l'excision, c'est une fois de plus la domination de l'homme sur la femme, sur la sexualité, avec des côtés extrêmement pervers, dont l'infibulation, qui est un phénomène totalement pervers, puisque l'objectif, c'est que l'homme puisse déflorer sa femme par une lame de rasoir. Et ça, c'est absolument scandaleux. Donc oui, je sais ce que c'est que l'excision, monsieur. Alors c'est peut-être comme ça en Occident, mais pas en Afrique. Si vous connaissez culturellement à quoi... je suis française, je suis désolée, je m'intéresse déjà au problème de l'excision. Alors n'imposez pas un paradigme occidental pour essayer de comprendre le monde. 55 000 femmes excisées en France, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc, vous m'avez expliqué la barbarie occidentale, mais vous n'avez pas expliqué le pendant culturel africain. Vous pourrez pas l'expliquer. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Bien sûr, c'est normal. Non, ça c'est votre interprétation. Vous ne le connaissez pas. Et je viens de le voir. Vous avez montré votre ignorance grâce sur le sujet, sur ce sujet précis. Déjà, on doit avoir déjà du respect. Ignorance crasse, c'est pas le type de propos. Sur ce sujet précis, ai-je dit. Je m'intéresse à l'excision en France, monsieur, aujourd'hui, qui est interdite et qui est lourdement condamnée, qui continue à être pratiquée, qui fait des morts, et qui provoque. Vous vous intéressez qu'à la France alors? Ah bah excusez-moi, je vis en France et oui, je m'implique en France, c'est déjà bien. Alors justement, Laurence Marchand, je vais vous poser la même question. Tirer sur les faces de craie comme chantent certains rappeurs ou les Babtous, est-ce que c'est pas du racisme? Mais écoutez, moi j'entends juste... Le racisme, il y a des blancs racistes, il y a des noirs racistes, il y a des jaunes racistes. C'est un propos évidemment qui est raciste, mais bon, on va pas s'arrêter sur les paroles des rappeurs parce que dans ce cas-là, on en a jusqu'à la nuit. Si, pourquoi pas. C'est un phénomène culturel qui compte, qui est une forme de culture. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'entendre qu'on a un système qui protège les blancs, voilà. Donc c'est les propos qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'en gros,
gros, on est en train d'accuser l'État d'organiser un système raciste, ségrégationniste a priori. Et moi, je suis quand même assez étonnée d'entendre ça, puisque justement aujourd'hui l'État et la loi permet que ce genre d'organisation se tienne. Je voudrais avoir des justifications sur le fait que l'État serait, soi-disant, le grand architecte du racisme en France. Et par ailleurs, parler du problème spécifique des femmes racisées dans le féminisme, je voudrais bien savoir quelles sont les différences de problèmes de féminisme qui sont rencontrés par les femmes racisées et par les autres femmes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est qu'une femme racisée, moi, aujourd'hui. Est-ce que quand on est maghrébine, on est racisé? Est-ce que quand on est d'origine auvergnate, on est racisé? Moi, je ne sais pas ce que c'est que racisé. On est racisé. D'accord, vous ne savez pas ce que c'est qu'être racisé. Donc et je ne sais pas ce que c'est que le féminisme racisé non plus. Bon, permettez-moi d'intervenir quand même quelques instants sur cette problématique du système de valeurs, parce que là, bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Merci. Ça part un petit peu dans tous les sens. Le sentiment qu'il y a un système qui privilégie les blancs, etc. Bon. Il y a un moment, il faut arrêter. Il ne faut pas non plus que cette tolérance soit asymétrique au niveau du racisme. Il faut qu'elle considère toutes les ethnies. Et moi, je préfère le mot ethnie. Le mot race me débecte. Donc clairement, c'est plutôt des oppositions de systèmes de valeurs. Il y a un refus, notamment par rapport à la condition de la femme et à la liberté de la femme, de notre système de valeurs dans ses comportements. On entend aussi chez les rappeurs, mais aussi chez les jeunes, des cités notamment, qui sont de couleur ou pas, des termes anti-système français, anti-culture française, anti-valeurs françaises. Mais est-ce que c'est généralisable? C'est aussi l'expression d'une certaine bêtise, d'une certaine ignorance, et puis tout simplement de l'adolescence ou de perversion qui s'exprime de cette manière-là. Pour moi, ça reste marginal, mais il ne doit pas y avoir de tolérance asymétrique. Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose aujourd'hui cette question. Y a-t-il un racisme anti-blanc? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vous-même été témoin d'une scène dans un sens ou dans l'autre. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter et Facebook. Et tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. C'est le grand référendum, comme chaque jour en direct sur Sud Radio avec Philippe David, ses invités et vous, car vous venez enrichir le débat et vous répondez à cette question. Y a-t-il en France un racisme anti-blanc? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300 et sudradio.fr. Oui, vous votez à 100% pour le moment, 100% oui. Il y a un racisme anti-blanc avec beaucoup de commentaires. Celui de Christophe qui nous dit le combat des femmes n'est pas celui des blanches d'un côté et des femmes noires de l'autre, sinon c'est du racisme. Et puis on a aussi Benozorux qui lui témoigne, il dit j'ai 38 ans, grandi à Lunel, subi toute ma jeunesse le racisme anti-blanc, j'ai quitté ma ville natale pour préserver mon fils. Allez, et puis on file au standard 0826 300 300 pour recevoir Simone qui nous appelle de Castel-Sarrazin. Bonjour Simone. Dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Simone. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je boue là quand j'entends votre invité. On sent une retenue chez lui parce que s'il se laissait aller, ça serait la catastrophe. Qu'on verrait vraiment le fond de sa pensée. Vous parlez de quel invité? Vous parlez de quel invité? Eh bien, le monsieur qui est qui dit qu'il n'y a pas de séparation dans la manifestation qu'il voulait organiser. Franco-Lolia alors. Voilà. On vous écoute Simone. Oui, moi je pense que il se trompe. Il y a quelque chose qui se trompe là avec tous ces gens. Ils viennent dans un pays et il n'y a rien qui leur plaît. Ils ont été colonisés, nos mœurs ne leur plaisent pas, il n'y a rien qui leur plaît. C'est pas compliqué. Hein, quand on est un être humain adulte, les enfants suivent les parents, on va dans le pays qui correspond à vos vues, à ce que vous attendez de la vie. Hein, eux, s'ils veulent des femmes excisées, des femmes voilées, et des ci et des là, et s'ils peuvent pas supporter d'être dans un pays qui était leur colonisateur, mais ils partent, qu'ils soient français ou pas français. Moi, j'ai pas une goutte de sang français dans mes veines. Et j'ai un neveu qui vit aux Philippines depuis 25 ans. Voilà, parce qu'il est parti, il n'y a pas de travail en France, il est parti. Vous avez plein de Français qui partent travailler à l'étranger, il n'y a pas de boulot. Alors on peut partir pour du travail, on peut partir pour de la culture. Si notre culture leur plaît pas, c'est pas compliqué, ils partent. Et voilà. pour vous, il y a bien un racisme anti-blanc qui existe? Complètement, mais bien sûr. Mais bien sûr, on n'ose plus rien dire, c'est pas compliqué. Quand vous avez le moindre souci avec quelqu'un, tout le monde à la boucle. Tout le monde à la boucle. C'est tout. Alors Simone, c'est vous.
C'est votre analyse, et comme la liberté d'expression est une vertu cardinale de Sud Radio, je vous remercie de l'avoir édicté. Je vais faire réagir Franco Lolia. Vous avez entendu Simone qui dit « On nous parle encore de la colonisation ». Elle dit « Moi, j'ai pas une goutte de sang français. » Je crois que c'est son fils qui est parti travailler aux Philippines. Est-ce que finalement, c'est pas un peu rébarbatif de dire... Et puis elle dit « Dans notre pays, on vit pas, on n'excise pas les femmes, on vit pas voilé, il faut s'adapter. Comme diraient les Américains, à Rome, faites comme font les Romains. » Enfin, s'intégrer, s'adapter. S'intégrer. Oui, s'intégrer. Qu'est-ce que vous voulez répondre, Franco Lolia, à Simone de Castel-Sarrazin, dans le Tarn-et-Garonne? Déjà, dire que je sais pas comment elle a fait pour interpréter que si je me retenais pas, ce serait sans doute pire. Et je sais pas où elle a trouvé, comment ce fantasme lui a été inspiré. Mais bon, c'est son droit. Donc déjà, fantasme. Pour interpréter le fait que si je me retenais pas, ça serait sans doute pire. Bon j'appelle ça un fantasme parce que moi je pense pas que ça serait pire. Mais ceci étant, voilà. Ensuite pour le reste, quand j'ai dit que est-ce qu'il y a une connaissance de la question de l'excision, en tout cas notamment à travers le prisme de la culture africaine, c'est pas pour dire que moi je suis pour l'excision. Je dis qu'avant de parler d'un problème, comme là on parle du racisme anti-blanc ou du racisme, etc., il faut connaître le problème. Le racisme se définit d'une certaine manière. C'est-à-dire, je comprends que les gens qui se fassent insulter de sale blanc, de face de craie, aient l'impression, le sentiment, et je le comprends. Je suis pas en train de condamner leurs sentiments, leurs ressentiments et ce qu'ils perçoivent, qu'ils interprètent ça comme étant du racisme. Je le conçois et je le comprends. Et c'est totalement condamnable et tout ce qui s'ensuit. C'est pas ça que je dis. Je dis que sur les définitions du racisme, le racisme, c'est un système qui développe une idéologie. Il faut des moyens pour pouvoir imposer ses idées, pour pouvoir imposer une vision du monde qui est généralement représentée par un universalisme qui est monochrome. Et donc, quand on sort de cela, quand le fait de vous insulter de sale blanc est certes dommageable, condamnable et tout ce qui s'ensuit, mais ne vous empêchera pas de trouver un logement, de trouver un travail et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas du racisme. Mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte, à combattre. C'est pas ça qu'on dit. Et le but n'était pas non plus de dire, je le ressouligne, que je suis d'accord avec l'excision. Je me suis pas prononcé dessus. Oui, non, c'est très important parce que il y a encore cet amalgame qui a été fait. Si vous voulez vivre avec des femmes excisées ou voilées, je ne me suis pas prononcé là-dessus. J'ai dit que quel que soit le sujet qu'on prononce, il faut qu'on maîtrise parfaitement le sujet, sinon on est sur des a priori et des stéréotypes. Laurence Marchand-Taillade, qu'est-ce que vous voulez répondre à Simone de Castel-Sarrazin? À Simone de Castel-Sarrazin, je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, je suis un peu gênée. Je suis un peu gênée par le fait qu'elle renvoie chez eux, entre guillemets, des personnes qui sont bien françaises. Et je pense qu'on a quand même un certain nombre de questions à se poser sur les politiques qui ont été menées depuis 40 ans sur bien des domaines, notamment sur l'application des lois françaises, la laïcité, sur effectivement l'intégration des populations immigrées qui sont arrivées en masse et qu'on n'a pas forcément ni cherché à intégrer, ni obligé à respecter nos lois dès le début. Et donc on en arrive à un système aujourd'hui qui effectivement est problématique et sur le point d'imploser. Ça, c'est une vraie réalité. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir. D'abord, le racisme n'est pas forcément dominant comme semble le sous-entendre mon interlocuteur. Voilà. Et deuxième chose, l'universalisme n'est pas monochrome. Le principe d'universalisme, c'est par exemple d'affirmer que l'égalité homme-femme, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme et une femme, il y a des êtres humains et que l'homme et la femme ont les mêmes droits. Et pour moi, ça, c'est pas un universalisme monochrome, c'est un universalisme tout court. Après, effectivement, il peut y avoir des valeurs occidentales qui ne sont pas forcément compatibles avec des valeurs d'autres régions du monde, mais en l'occurrence, l'universalisme, par principe, c'est quelque chose qui s'applique à tous. Yann-Édouard Bruni, qu'est-ce que vous voulez répondre à Simone de Castel-Sarrazin? Non, je crois que on va retourner aux 300, ça réagit beaucoup. La réponse a été donnée. Je voudrais recentrer le débat sur cette notion de racisme anti-blanc. Il y a quand même des réalités qu'il faut reconnaître, notamment de ce qui se passe dans nos clubs de sport. Dans nos écoles, il y a vraiment des termes employés par nos ados et nos grands adultes qui sont des termes racistes. Blanc, moi je l'ai vécu. J'ai vécu en banlieue. Ce que disait un Twitter qui nous disait, moi j'ai vécu à Lunel et j'ai quitté ma ville parce que... Moi j'ai vécu à Montbéliard. Vous voyez, plus grande usine automobile d'Europe. Effectivement, là aussi les erreurs de nos politiques, Sochaux, Montbéliard, ont fait que nous avons parqué, j'utilise ce terme parce que c'est vraiment le terme, dans des cités sordides des milliers de gens, et il y avait un sentiment anti-français qui a créé du racisme. Je l'ai vécu. Moi, je vais aussi encore en cité en banlieue parce que je suis un grand amateur de boxe et ça m'arrive de me faire traiter de blanc. Bon, je peux vous dire que ça se passe pas comme ça, de Babtou, et c'est inacceptable. Et ce phénomène est en augmentation.
C'est ce que je tiens à dire. Et c'est pour ça qu'il faut tout de suite réagir. Je répète, pas de tolérance asymétrique par rapport à ce phénomène de xénophobie ou ce sentiment de refus et de rejet des valeurs françaises, ce que j'ai appelé la xénophobie anti-française. C'est un terme d'ailleurs que je crois la LICRA a aussi utilisé pour parler de cela. C'est effectivement marginal, mais c'est en augmentation. Et là, il faut tirer le système d'alarme et il faut absolument que nous puissions trouver des solutions. Moi, j'en propose. Alors, on va pas faire de politique, mais effectivement, je suis candidat dans la 2e circonscription de Paris et j'apporterai des solutions à ça. Il y a aussi la problématique du communautarisme langagier, de tout un tas de termes, d'une terminologie qu'on qualifie d'argot, mais qui en fait est une terminologie ségrègue. Allez, on va retourner au standard 0826 300 300. On accueille Marie-Laure qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Moi, j'écoute le débat avec intérêt. Il y a une personne qui me paraît parfaitement pas légitime pour s'exprimer sur un sujet, une personne très agressive qui parle d'ignorance crasse en parlant de Madame Marchand-Taillade, qui parle de Monsieur Piranha et qui vient nous parler d'excision et qui est un homme. Alors moi, ça me pose un énorme problème parce que ce monsieur ne connaîtra jamais ce problème de son côté à lui, dans son corps à lui. Et quelle légitimité a-t-il pour venir remettre tout le monde en question en parlant d'ignorance crasse, quand lui est dans l'ignorance la plus totale de ce qu'est un clitoris. Oui, voilà, monsieur a dit qu'il n'était pas du tout pour. Franck Ollier a dit qu'il n'était pas pour l'excision. Tout le monde en question et de renvoyer tout le monde dans ses pénates s'exprime avec autant d'aplomb. Okay. Alors, je remercie cette intervention et si vous avez mal pris mes interventions et vous les avez interprétées comme vous les avez interprétées, donc je m'en excuse, c'était pas le but. Maintenant, je suis vraiment content de cette intervention parce qu'elle vient justement apporter de l'eau au moulin de ces ateliers non mixtes. Madame vient de dire comment cet homme peut parler à la place des femmes alors qu'il connaîtra jamais le fonctionnement d'un clitoris. Et je la rejoins. Voilà pourquoi. Enfin, atelier non mixte, mais atelier non mixte en termes de couleur aussi, pas qu'en termes de sexe. Excusez-moi. Parce qu'un blanc ne vivra pas. Parce que comme un homme ne peut pas vivre la réalité. Vous ne pouvez pas vous limiter à dire atelier non mixte. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous excuse, il n'y a pas de problème. Pour beaucoup de choses. Après, on aura du mal à comprendre pourquoi j'ai dit Monsieur Piranha, parce qu'il saute sur chacune de. Alors il pourrait me laisser finir et poser ses propos après. Il n'y a aucun problème. Voilà mais bon, ceci étant. Donc, ce que je vais dire, c'est que voilà, madame a apporté de l'eau à mon moulin en pensant me descendre. C'est-à-dire qu'elle dit qu'en tant qu'homme, je peux pas ressentir ce que ressent une femme. C'est ce que ces ateliers non mixtes essayent d'expliquer. C'est pas le but de rejeter des blancs ou quoi que ce soit. C'est le but de dire qu'un blanc ne peut pas comprendre ce que ressent un noir et des noirs ont besoin à un moment de se rassembler pour réfléchir. Alors ça c'est raciste, vous voyez. Un blanc ne peut pas comprendre ce qu'un noir ressent. Et voilà, monsieur qui ressaute sur mon propos sans me laisser terminer et qui se permet de l'interpréter et qui pourtant il parle sur moi et après on va dire que c'est moi qui suis violent et après et voilà monsieur qui prend la parole par la force et qui donc je suis obligé de vous laisser faire. Oui, non, mais vous n'avez pas besoin de me laisser faire. Je prends la parole. Alors, laissez terminer des choses qui sont choquantes et qui sont vraiment des choses qui sont des termes racistes. Non, vous avez interprété cela. Alors, madame, ce qu'elle vient de dire, c'est sexiste, puisqu'elle dit qu'un homme ne peut pas comprendre. Ce que je dis, c'est simple, c'est que un blanc ne peut pas vivre la réalité d'un noir. Un noir ne peut pas vivre la réalité d'un blanc. Un moment, quand vous voulez réfléchir à des questions qui sont liées à un racisme spécifique, vous vous rassemblez. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, vous vous rassemblerez pas avec toutes les personnes qui composent la société. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez besoin de prendre ce recul. C'est en cela que je dis la dame qui est intervenue auparavant en cherchant à me discréditer a plutôt apporté de l'eau au moulin de cette réflexion et je l'en remercie. Yann-Édouard Bruni voulait réagir? Non? Yann-Édouard. Hein. Yann-Édouard, j'ai dit Yann-Édouard. Oui, non, d'accord. J'ai réagi. Et puis, on peut se réunir, certes, il n'y a pas de problème, mais quand c'est dans le cadre associatif, dans une ville, cautionné aussi par certains systèmes sociaux, ça n'est pas possible, dans ce cas-là, d'être ségrègue et de refuser l'accès, ne serait-ce qu'à des femmes ou à des hommes, de couleur. Laurence là, je dis que ce propos est un propos raciste. Laurence Marchand-Taillade, vous voulez réagir à l'appel de Marie-Laure de Bordeaux? Non, plutôt au fait qu'on ne peut pas comprendre quand on est blanc ce que vit un noir. Alors moi, je suis une femme.
Vous m'avez bien signalé que j'étais une femme, que vous étiez un homme, qu'il fallait que je revienne à ma place. Et en l'occurrence, je voudrais vous rappeler ce que c'est que d'être une femme. C'est d'être assignée à longueur de temps, à longueur de journée, à longueur d'heure, à la condition qu'on le vit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, vous vous faites siffler. Ça veut dire que quand vous cherchez un emploi, vous êtes discriminé. Ça veut dire qu'en fait, que quand vous êtes une femme, vous vivez quotidiennement la discrimination. Donc je pense que n'importe quelle femme est capable d'entendre ce que c'est que la discrimination. On se fait souvent siffler dans la rue. Très fréquemment, il n'y a pas une journée où vous ne vous faites pas siffler 2 à 3 fois, où vous ne vous faites pas insulter, et surtout en cité, de tous les vous noms, êtes découverte. Traiter de tous les noms quand vous portez une jupe ou quand vous effectivement vous ne portez pas le voile dans une cité, c'est absolument intenable. Actuellement, d'être une femme, quand je viens à Paris, je trouve ça absolument intenable et insupportable. C'est la raison pour laquelle j'évite les transports en commun, parce que au-delà de vous faire insulter ou siffler, vous vous faites en plus tripatouiller. Donc l'assignation à une condition qui est la condition de la femme, et donc une certaine forme de sexisme et donc de discrimination, je pense que toutes les femmes sont en capacité d'en parler et de l'expliquer. Et donc, à mon avis, le combat féministe féminin, comme le combat féministe racialisé, pour utiliser vos termes, est absolument identique. Allez, vous restez avec nous pour ce grand référendum. Philippe David vous pose la question: y a-t-il un racisme anti-blanc? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez, c'est très important. Vous faites la radio avec nous. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter, Facebook, etc. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. La question de ce mardi 30 mai en direct sur Sud Radio, le grand référendum, y a-t-il un racisme anti-blanc? Vous répondez à cette question au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Oui, vous êtes désormais 87% à voter oui, il y a un racisme anti-blanc, avec beaucoup de commentaires. Je vais citer celui de Issa Jesus qui dit l'esclavage, la colonisation aujourd'hui, le système de France-Afrique est mis en place par des blancs. Est-ce que c'est raciste de dire cela? Alors, c'est sûr que la France-Afrique, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais alors ça a frappé tous les côtés politiques de la France depuis l'indépendance des pays africains. Non, ça existe toujours aujourd'hui, la France-Afrique. Excusez-moi, les valises de billets, etc. On va pas avoir des pudeurs de gazelle. On n'est plus dans les années 80. Ça existe toujours quand même. Oui, ça existe toujours. Mais ça reste marginal. Même chose que pour le racisme anti-blanc. Pour moi, ça reste marginal. Il y a quelques dynasties en Afrique qui sont très amies avec certains hommes et femmes politiques français. Plus dans les années 80. Laurence Marchand-Taillade, vous êtes présidente de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise, présidente de Force Laïque et auteur du livre L'urgence laïque publié chez Michalon. Est-ce que finalement, quand on voit tout ça, le vivre ensemble et le multiculturalisme qu'on nous a vanté pendant des années, ils font bel et bien partie du passé? Alors, j'aime pas le terme de vivre ensemble parce que c'est déjà, pourtant, on nous le répète souvent. Oui, c'est un terme qu'on utilise pour ne plus utiliser le terme de laïcité. Je trouve que c'est bien dommage parce que la laïcité, c'est justement un principe émancipateur et qui permet beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que si on ne l'avait pas. Et en l'occurrence, c'est l'extrême totalement inverse du communautarisme. Sauf que le modèle qu'on veut nous imposer aujourd'hui, et on y reviendra peut-être dans une autre émission parce qu'il y a énormément de matière. Il y a beaucoup de matière. C'est un modèle communautariste dans lequel chaque communauté milite pour sa paroisse, entre guillemets, puisque souvent les communautés sont... Mettre le mot paroisse après laïcité, c'est assez amusant. Mais en même temps, la raison pour laquelle je l'emploie, c'est parce que justement, maintenant, le communautarisme s'organise énormément autour justement du culte et de la religion. C'est la raison pour laquelle on peut parfaitement utiliser ce terme de paroisse, puisque on va le voir aux élections législatives, les candidats commencent déjà à aller rencontrer les responsables cultuels, à souhaiter des joyeux ramadans comme tous les ans. Donc il y a un vrai souci entre le clientélisme politique et puis en face son corollaire, on va dire son ami immédiat, qui est justement le communautarisme et des revendications qui sont des revendications pour une différence des droits. Yann-Édouard Bruni, est-ce que le vivre ensemble et le multiculturalisme, ça fait bien partie du passé maintenant? Je n'espère pas. Il y a effectivement des menaces. Moi, je préfère la notion de bien vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, bon, on vit ensemble, on est obligé de vivre ensemble. Moi, je préfère bien vivre ensemble. Il y a une menace qui pèse effectivement là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je propose des solutions en termes notamment de morale. Je dis bien le mot morale, pour un petit peu réintroduire de la morale par rapport au sexisme et au machisme qui sont instillés par certaines par certaines tendances religieuses. Et là, je leur dis, attention,
En France, on considère les femmes comme étant libres, comme étant capables de se balader, comme ayant le droit de draguer, etc., etc. Qu'on soit bien d'accord, excusez-moi de cette assertion, mais Civitas pose la même question. Civitas. Oui. Qui présente des candidats aux législatives pour la première fois. Qui présente des candidats aux législatives, qui est un parti intégriste catholique. C'est les intégristes. Bon, mais ça c'est leur problème. Bon, donc ce bien vivre ensemble est effectivement menacé. On a parlé tout à l'heure, Philippe, de ce qui se passe dans certains clubs de sport. On voit bien qu'il y a un racisme effectivement anti-blanc, ou notamment dans les clubs d'Île-de-France. Moi, je suis kinésithérapeute de premier métier. Je vois bien que certains petits délinquants, je les appelle comme ça carrément, en tout cas terroristes de la jeunesse, cassent littéralement des blancs pour les empêcher de réussir, pour les empêcher de parvenir. Vous constaterez que aucun sportif juif n'émerge des clubs de sport, des clubs de boxe, des clubs de basket, des clubs de football. Il y a du racisme. On ne peut pas aujourd'hui ne pas en parler et ne pas trouver des solutions. Franck Ololia, avant de retourner au 0866 300 300, le multiculturalisme et le vivre ensemble, ça a du plomb dans l'aile, non ? Alors, ça a du plomb dans l'aile si jamais. Même dans les deux ailes. Si jamais on refuse de poser les questions qui fâchent. Si jamais, c'est-à-dire que vous prenez un syndicaliste, quand il va poser des questions au patron, il se retrouve d'abord entre syndiqués et ensuite il formule les questions pour ensuite aller les poser. Un porte-parole va poser les questions au patron. Je comprends, moi, ces ateliers non mixtes, c'est à ça qu'ils servent. C'est-à-dire, il y a des problèmes de société, on va les réfléchir ensemble avec personne concernée et ensuite on va les reposer à l'ensemble de la société. Donc, l'ensemble de la société dans toute sa pluralité. Je pense qu'il y a une volonté de faire exister un racisme anti-blanc qui n'existe pas, on n'aura pas le temps de développer. Moi, je refuse en tout cas les volonté de faire exister. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Non, le contrecarrer. Une volonté de faire exister le mythe. On veut réagir. Le mythe. Vous aimez bien couper la parole. Non, parce que faire exister un racisme, non, ça c'est pas possible. Donc, je terminerai juste mon propos en disant, par contre, les prises d'otages du genre, le vilain monsieur face à la gentille dame, je comprends pas. Heureusement, l'émission est enregistrée, on verra dans quel contexte. Vous dites que je vous ai assigné à votre place de femme, c'est pas ça que j'ai fait. Vous m'avez coupé la parole et j'ai dit si vous voulez que je vous retourne un respect. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Si vous voulez que je vous retourne un respect. C'est encore plus grave. Donc, monsieur, si vous voulez que je vous respecte, je vous sommerai de ne plus me couper la parole. J'ai pas besoin de votre respect. Donc, alors voilà. Et donc voilà. Et Madame Anne Hidalgo a fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle a prétendu que là, il était question de racisme anti-blanc. Elle a retourné un problème là où on se pose des questions légitimes, c'est-à-dire la question qui consiste à retourner les culpabilités pour faire croire que le méchant, il se trouve de ce côté. Moi, j'invite tout un chacun à réécouter l'émission. À partir du moment où Madame, que je respecte en tout bien, tout honneur, m'a coupé la parole, je lui ai fait savoir qu'elle pouvait pas se comporter ainsi. Si des gens ont pris ça comme un acte de barbarie, je m'en excuse, mais c'est une mauvaise interprétation. Voilà. Et pour terminer, je terminerai par l'universalisme républicain. Je comprends pas que vous qui êtes une femme, et c'est pas pour vous assigner en tant que femme, mais je vous vois devant moi, il faut interroger la question pourquoi ce que vous appelez l'universalisme républicain s'appelle les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Je ne m'attache pas à la rhétorique. Pas le droit des êtres humains, les droits de l'homme. Et de la femme. Il faut et de la femme. Oui, très bien. Très bien. Révisez vos classiques, monsieur, s'il vous plaît. J'ai pas besoin de réviser. Donc, on ira ensemble dans un café. On ira ensemble dans un café. Les droits de l'homme, madame. Vous êtes relégué dans le néant de la pensée. Et vous prétendez à l'intérieur de cela que vous avez une place. Et c'est moi que vous attaquez. Attaquez le système qui vous a plongé dans le néant. Je vais répondre. Non, je ne vous ai pas posé de question, madame. Je ne vous ai pas posé de question. Sur les droits de l'homme, sachez que je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif laïque, qui a interpellé les candidats aux élections présidentielles, leur demandant justement d'inscrire à l'article 1 de la Constitution un terme qui n'existe pas, c'est la discrimination sexuelle. Allez, très rapidement, on va au standard 0826 300 300. Ça va nous faire du bien. Alexandre de Courbevoie nous appelle. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bienvenue bonjour. sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je remercie tous les acteurs qui sont sur le plateau. Écoutez, j'écoute avec attention et je pense que depuis ma position, il y a beaucoup de troubles au niveau des mots. Et je pense que vous, volontairement ou involontairement, je sais pas, vous confondez beaucoup de choses qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Blanc, noir, juif, homme, femme. Je pense que vous travaillez beaucoup trop les mots et vous connaissez pas les consistances profondes. Le monsieur qui a l'air le plus intelligent dans ce plateau, c'est bien le monsieur qui a un accent africain, là. Je pense qu'il se comprendra. Vous êtes dans un pays chrétien, il faut vous le rappeler à tous. Non, il faut vous le rappeler à tous, vous êtes dans un pays chrétien. Bien sûr, on s'est laïcisé. Ce terme que personne ne peut donner une signification à peu près sérieuse.
Un homme et une femme, c'est quelque chose qui est séparé par le sexe, d'accord? C'est latin, c'est profond. Sexe, ça veut dire séparé. Un blanc et un noir, c'est physiquement, ça se voit, donc si vous avez des complexes avec ce que vous êtes, c'est votre problème. Si les blancs ne reproduisent pas, c'est leur problème. Si vous cadenassez tous les mots et vous psychanalysez les gens en permanence dès qu'ils discutent, vous dites absolument n'importe quoi. Et vous méritez absolument ce qui se passe, et le monsieur qui a un accent africain est très fort et va vous remettre en place correctement. Une femme, si elle a peur d'être une femme, elle a qu'à faire autre chose. Si elle veut se prendre pour un homme, elle a qu'à faire autre chose. Excusez-moi, mais c'est compliqué de changer de sexe. Comment vous allez vous faire draguer dans 10 ans? Mais on ne souhaite pas forcément se faire draguer, monsieur. On peut choisir aussi. Attendez, il est juif, attendez, il est comme ci, attendez, il est comme ça, on ne pourra rien faire. Oui, on parle de racisme, donc effectivement, Alexandre, si vous permettez, quand on est une femme, enfin on n'est pas femme, on le devient, c'était Simone de Beauvoir qui avait dit ça, mais quand on est une femme, si on se fait siffler, c'est certainement pas agréable, et je dois avouer que on en parlait pendant la pause, c'est humiliant. C'est dégradant. Mais quand on est une femme, quand on est noir, on peut pas changer de couleur, quand on est femme, on peut peut-être changer de sexe, mais là c'est quand même assez compliqué. Puis ça coûte très cher. On n'a pas forcément envie. Oui, on n'a pas forcément envie, vous êtes bien d'accord. Non, Alexandre. Que la femme qui parle sur le plateau, là, qu'elle se batte pour la pornographie, elle fera beaucoup plus de choses intelligentes. C'est ce que je fais aussi, monsieur. Alors, Alexandre, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes d'émission. On va faire réagir nos invités. Est-ce qu'il y a un problème de mots, Laurence Marchand-Taillade? Il y a un problème de mots déjà sur l'intervention de notre précédent interlocuteur. On va parler des mots TS, mais de MAUX, puisque manifestement il y a un gros mot MAUX. Il y a des mots MAUX sur l'intervention qu'on vient d'avoir. D'abord parce que la France n'est pas un pays chrétien depuis 2 siècles déjà, donc ça serait bien depuis 1 siècle déjà, ça serait bien de le noter. Ensuite parce que la laïcité n'est pas indéfinissable. Elle est définie par la loi de 1905 qui contient 44 articles et auquel je renvoie ce monsieur qui manifestement n'est pas encore au courant. Et en l'occurrence venir nous dire que quand on est femme, on doit pas se plaindre parce qu'on est dragué, qu'on doit pas se plaindre par notre condition féminine. Je suis désolée, mais si quand on est une femme en France, dans le monde, on peut en parler aussi, mais quand on est une femme en France aujourd'hui, nos droits sont bafoués, ils sont en régression, et en l'occurrence, on est régulièrement humilié, dégradé par les hommes, au minimum, et puis avec la complicité d'un certain nombre de femmes. Donc je pense que l'intervention précédente est totalement déplacée. Yann-Édouard Bruni. Oui, il y a un problème de mots, effectivement, MOTS. il y a un problème de mots, MOTS comme un problème de mots, MAUX. Ok, moi qui suis lacanien, il n'y a pas de problème pour ce transfert. Il y a un problème de mots. Le terme, la première question, c'était quand même y a-t-il un racisme anti-blanc? On est passé par l'affrontement entre les systèmes de valeurs, entre les ethnies. Je préfère encore le terme ethnie. Oui, il y a un problème de mots. Maintenant, si on peut recentrer le débat sur cette question, est-ce que ça existe? Est-ce que aussi, et ça, moi, j'insiste là-dessus, est-ce que c'est un phénomène qui est en train d'augmenter? Oui. J'aimerais bien qu'on en parle justement d'hélas, de cette dérive Franco Lolia, le mot de la fin en une trentaine de secondes. Ok, donc vu que le débat c'était y a-t-il un racisme anti-blanc, je dirais non. Je comprends les personnes d'apparence blanche qui se sentent agressés parce qu'ils sont traités de sales blancs, et je comprends. Dire que ça s'appelle un racisme, il faut se reporter à la définition du racisme telle qu'elle est étudiée de manière scientifique, et donc le racisme c'est bien un système dominant. Les blancs ne sont pas dominés racialement. Merci beaucoup.